Chapitre 8. Le comédien ambulant. Malheureusement, on ne sait absolument pas ce que devint après ceci notre héros. Il fut comme effacé de la surface de la terre et on ne le vit plus à Paris. Pendant toute une année, il ne donna pas signe de vie, mais ensuite, des témoins sujets à caution affirmèrent avoir vu en Italie, dans une rue de Rome, au cours de l'été 1647, un homme qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au directeur de théâtre en faillite, Molière. Debout sous un soleil brûlant, l'homme conversait cérémonieusement avec l'envoyé français, M. Fontenay-Mareuil. À l'automne de cette même année 1647, se produisirent en Italie, à Naples, de graves événements. Un courageux pêcheur, un certain Tommaso Agnello, souleva la population contre le vice-roi d'Espagne, le duc d'Arcos, qui régnait alors sur la ville. Les coups de pistolet claquèrent à travers les rues, le sang empourpra le pavé. Tommaso fut pris, exécuté, sa tête promenée au bout d'une pique, mais le peuple de Naples lui fit des funérailles solennelles et plaça dans son cercueil une épée et un bâton de maréchal. Après quoi, les Français se mêlèrent de la querelle et le duc de Guise, Henri II de Lorraine, entra dans Naples avec ses troupes. Monsieur de Molière, ex-directeur de l'infortuné Illustre Théâtre, se serait donc trouvé dans la suite du duc de Guise. Pourquoi était-il dans cette suite? Ce qu'il faisait à Naples, personne ne pouvait au juste l'expliquer. Il s'en trouvait aussi pour soutenir que Jean-Baptiste n'avait jamais mis les pieds de sa vie à Rome ou à Naples et qu'on l'avait confondu avec un autre jeune homme à l'esprit aventureux. Bien plus, d'autres témoins avançaient tout autre chose. D'après eux, l'été 1646, un pauvre convoi avait quitté Paris par le faubourg Saint-Germain et avait pris la direction du sud de la France. Des bœufs efflanqués tiraient les charrettes bourrées d'un invraisemblable Saint-Frusquin. Dans la voiture de tête avait pris place, emmitouflée dans un châle pour se protéger de la poussière, une femme aux cheveux roux, et cette femme n'était autre que Madeleine Béjart. Si cela est vrai, il convient de retenir le nom de Madeleine Béjart. La ravissante actrice n'avait pas abandonné en un moment difficile son amant qui avait perdu sa première bataille à Paris. Elle n'avait pas essayé d'entrer au théâtre du Marais ou à l'hôtel de Bourgogne. Elle n'avait pas non plus échafaudé de plans savants pour attirer dans ses filets et épouser son premier amant, le comte de Modène. C'était une femme fidèle et forte, tout le monde sait cela. À côté de la charrette boitillait un jeune homme d'une quinzaine d'années et les gamins des villages traversés le harcelaient, sifflant et criant à son passage « Ah, vilain boiteux !» et ajoutaient après examen « Ah, il louche, il louche !» Et c'est vrai, Louis Béjart boitait et louchait. Quand les nuages de poussière se dissipaient, on pouvait distinguer ceux qui se trouvaient dans les attelages. C'étaient pour la plupart des visages connus. Il y avait Joseph Béjart, l'amant tragique et bègue, son acariâtre sœur, Geneviève. La caravane était conduite, on le devine aisément, par Jean-Baptiste Molière. En deux mots, quand l'illustre théâtre s'était effondré, Molière avait sauvé de ses ruines les restes de la garde fidèle et les avait mis sur roue. Cet homme ne pouvait pas vivre une seconde hors du théâtre et, après 3 ans de travail à Paris, il avait trouvé la force de se faire comédien ambulant. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le voyez, il avait réussi par ses discours enflammés à entraîner à sa suite la famille Béjart. Et, grâce à lui, tous les Béjart se retrouvèrent dans la poussière des routes françaises. Mais la compagnie comptait aussi d'autres personnages. Charles Dufresne, tragédien professionnel, décorateur et régisseur qui avait eu un temps sa propre troupe, et le magnifique René Berthelot, alias Duparc, comique lui aussi professionnel, qui reçut très vite et conserva toute sa vie le sobriquet de Gros René parce qu'il interprétait les rôles de domestiques balourds. Dans sa voiture, le chef de la caravane transportait, enveloppé dans des baluchons, les pièces de Tristan, Magnon et Corneille. Les premiers temps, la vie fut très dure pour les nomades. Il fallait souvent dormir dans les granges et jouer dans les remises des villages, avec quelques chiffons sales tendus en guise de rideaux. Parfois, d'ailleurs, ils tombaient sur de riches châteaux,
Et si le digne seigneur propriétaire de l'endroit manifestait, pour rompre son ennui, le désir de voir les comédiens, les acteurs de Molière, crottés et sentant la sueur de la route, jouaient dans les salles de réception. Quand ils arrivaient dans un nouvel endroit, les acteurs commençaient par ôter respectueusement leur chapeau râpé et allaient demander aux autorités locales la permission de jouer pour la population. Les autorités locales, comme de juste, accueillaient les comédiens sans aucune aménité, avec insolence même, et glissaient sous leurs pas les tracasseries les plus stupides. Les acteurs répondaient qu'ils voulaient représenter une tragédie en vers du très honorable Monsieur Corneille. Je ne crois pas que les autorités locales aient compris quelque chose aux vers de Corneille, elles n'en exigeaient pas moins qu'on soumît ces vers à leur examen préalable. La chose faite, il arrivait que le spectacle soit interdit. Les motifs d'interdiction étaient variés. Le plus souvent, c'était « Ah, nos gens sont pauvres et n'ont pas d'argent à gaspiller pour vos représentations ». Il y avait aussi des réponses sibyllines. « Nous craignons que votre spectacle ne soit pas de nature à... » Il y avait même des réponses réconfortantes. On voit de tout dans cette vie vagabonde. Partout, le clergé accueillait les comédiens avec une hostilité constante. Il fallait alors avoir recours à divers subterfuges tels que proposer de faire don de la première recette au monastère ou de l'affecter aux ressources des bonnes œuvres. Ce procédé permettait très souvent de sauver la représentation. En arrivant dans un bourg, les comédiens commençaient par se mettre en quête de la maison de jeu ou du hangar réservé aux jeux de paume dont les Français étaient très friands. Après s'être mis d'accord avec le propriétaire, ils montaient la scène, revêtaient leurs misérables costumes et jouaient. Ils dormaient dans les auberges, parfois à deux dans un même lit. Ils voyagèrent ainsi à travers toute la France au hasard des itinéraires. On rapporte qu'au début de leur vie nomade, les comédiens de Molière furent vus au Mans. En 1647, ils arrivèrent dans la ville de Bordeaux, province de Guyenne. Là, dans la partie des merveilleux vins de Bordeaux, le soleil sourit pour la première fois aux comédiens amaigris. La Guyenne était en principe gouvernée par Bernard de Nogaret, duc d'Épernon. Mais tout le monde savait que le véritable gouverneur de cette province était une dame du nom de Nanon de Lartigue, et la Guyenne n'avait pas à se louer du règne de cette dame. Et il arriva à ce moment que, fatiguée par l'administration de la province, Madame de Lartigue sombra dans la mélancolie. Le duc d'Épernon décida de distraire sa maîtresse en organisant pour elle une série de fêtes et de spectacles sur la Garonne. Le destin ne pouvait amener Molière à Bordeaux plus à propos. Le duc reçut les comédiens à bras ouverts, et ceux-ci entendirent pour la première fois le doux son de l'or qui tinte dans les poches. Molière et sa troupe jouèrent pour le duc et sa compagne la tragédie de Magnon, Josaphat et d'autres pièces. Selon certains renseignements, ils jouèrent en outre à Bordeaux une autre œuvre d'art qu'il convient de noter expressément. On a dit qu'il s'agissait d'une tragédie composée par Molière lui-même au cours de ses pérégrinations, la Thébaïde. Et on a dit aussi que cette tragédie était une œuvre d'une lourdeur remarquable. Au printemps 1648, nos comédiens errants se trouvaient à un autre endroit, à Nantes exactement, ville où leur passage laissa des traces dans les documents officiels. Ceci témoigne qu'un certain Morlière sollicita l'autorisation d'organiser des représentations théâtrales, autorisation qui lui fut accordée. On sait aussi qu'à Nantes, Molière se heurta à la troupe de marionnettes du Vénitien Seyalé qui venait d'arriver dans la ville et que la troupe de Molière eut raison de ces marionnettes-là, Ségalé dut céder la ville à Molière. La troupe passa l'été et l'hiver 1648 dans des villes et localités des environs de Nantes, puis, au printemps 1649, se transporta à Limoges où elle connut quelques déboires. Monsieur Molière, qui jouait l'un de ses rôles tragiques, fut brutalement sifflé par les Limougeaux qui ne s'arrêtèrent pas là et lui jetèrent des pommes cuites tant son jeu leur avait déplu. En voyant, comme il en avait l'habitude, Limoges et les Limougeaux à tous les diables, Monsieur Molière emmena sa confrérie errante vers d'autres cieux. Ils s'arrêtèrent à Angoulême, à Agen et à Toulouse, et en 1650, au mois de janvier, ils atteignirent Narbonne. Au printemps de cette année, Monsieur Molière délaissa quelque temps sa troupe et se rendit en secret à Paris.
On sait de manière certaine qu'au cours de l'hiver 1650, Molière se transporta avec toute sa troupe dans la ville de Pézenas, où il laissa un souvenir sous la forme d'une quittance de 4000 livres à lui délivrer pour ses comédiens par ordre de messieurs les membres des États réunis à Pézenas pour discuter de graves questions fiscales. La quittance signifie évidemment que Molière avait donné des représentations pour les membres des États. Au printemps 1651, Molière fit un nouveau séjour à Paris, qu'il mit à profit pour emprunter à son père 1975 livres en lui démontrant de manière convaincante que s'il n'avait pas cet argent, ce serait la corde pour lui, car il avait encore à payer ce qui restait des dettes de l'illustre théâtre. Après avoir réglé ses créanciers parisiens, il recommença à itinérer avec sa troupe. Ici prend place un événement capital. Monsieur Molière s'était découvert des dispositions non plus seulement pour jouer dans des pièces, mais aussi pour en composer personnellement. Malgré l'harassant labeur journalier, Molière commença à occuper ses nuits à écrire des œuvres dans le goût dramaturgique. Il est quelque peu étonnant qu'un homme qui s'était voué à l'étude de la tragédie et qui se répertoriait dans les emplois tragiques se soit, après la malencontreuse Thébaïde, complètement détourné de la tragédie pour se mettre à écrire des farces en un acte, joyeuses et insouciantes, dans lesquelles il imitait les Italiens, qui étaient les grands maîtres en cette matière. Ces farces plurent beaucoup aux compagnons de Molière et furent introduites dans le répertoire. Dans ces farces, celui qui se taillait le plus grand succès auprès du public était Molière lui-même, qui jouait les rôles comiques et principalement Sganarelle. La question se pose, où Molière avait-il appris à faire aussi bien passer le comique sur la scène? La réponse est manifestement la suivante. À l'époque où se crée l'infortuné illustre théâtre, ou un peu auparavant, était arrivé à Paris, parmi d'autres acteurs italiens, le célèbre et talentueux interprète de l'éternel masque italien de Scaramuccia ou Scaramouche, Tiberio Fiorelli. De noir vêtu de la tête aux pieds, à la seule exception d'une fraise gaufrée qu'il portait autour du cou, noir comme la nuit, selon les mots de Molière, Scaramouche avait fasciné Paris par ses tours de virtuose et l'aisance éblouissante avec laquelle il faisait passer la rampe au texte comique et léger des farces italiennes. Le comédien débutant Jean-Baptiste Poquelin s'était présenté à Scaramouche et l'avait prié de lui donner des leçons d'art scénique. Et Scaramouche avait accepté. C'est certainement au contact de celui-ci que Molière reçut le baptême de la comédie. Et c'est encore le même qui développa en lui le goût de la farce. Ainsi, le chef de la troupe vagabonde jouait les rôles tragiques dans les tragédies des autres et les comiques dans ses farces. Et là se découvrit une particularité qui marqua notre héros jusqu'au fond de son être. Dans les rôles tragiques, il n'obtenait au mieux qu'un succès moyen et au pire, le four complet. Il faut malheureusement préciser que ce dernier cas n'était pas rare. Limoges n'était, hélas, pas la seule ville où les pommes pleuvaient sur le pauvre tragédien qui évoluait sur la scène, le front ceint de la couronne de quelques sublimes héros tragiques. Mais il suffisait que l'on donne une farce immédiatement après la tragédie et que Molière change de costume pour se transformer de César en Sganarelle, et à l'instant, l'affaire changeait du tout au tout. Le public se mettait à rire, le public applaudissait, cela s'est terminé en ovation et les citadins apportaient leur argent aux représentations suivantes. Après le spectacle, tandis qu'il se démaquillait ou enlevait son masque, Molière disait en bégayant dans la loge « Mais qu'est-ce que c'est que ce public de rustres, qu'il soit 3 fois maudit? Je ne comprends pas. Est-ce que les pièces de Corneille seraient mauvaises ?» ?»« Mais non, répondait-on au directeur en proie au doute. Les pièces de Corneille sont bonnes. Si encore c'étaient des hommes du peuple, je comprendrais, il leur faut de la farce. Mais des nobles, il y a tout de même des gens instruits chez eux. Je ne comprends pas comment on peut rire à ce galimatia. Moi, ça ne me ferait même pas sourire. Monsieur Molière, lui répondaient ses camarades, l'homme a soif de rire, et un courtisan est aussi facile à mettre en joie qu'un homme du peuple. Ah, ils veulent de la farce, s'écriait l'ancien Poquelin. Très bien, on leur en donnera de la farce. Et c'était toujours la même histoire, le fiasco pour la tragédie, le succès pour la farce. Mais comment expliquer cela? Pourquoi le tragédien faisait-il un four dans le tragique et un succès dans le comique?
Il ne peut y avoir qu'une seule explication, très simple au demeurant. Le monde n'était pas aveugle, comme le croyait Molière, qui, lui, se considérait comme voyant. C'était précisément l'inverse. Le monde voyait admirablement, et l'aveugle était Monsieur Molière. Et ce, aussi étrange que cela paraisse, depuis très longtemps. Il était le seul de tout son entourage à ne pas comprendre la chance qu'il avait eue de tomber sur Scaramuccia, car il était naturellement un acteur comique de génie, alors qu'il ne pouvait être un tragédien. Rien n'y faisait, que ce soit les tendres remarques de Madeleine ou les allusions détournées de ses camarades, le capitaine de la troupe s'entêtait à jouer les rôles qui n'étaient pas les siens. Voilà quelle était une des causes du tragique effondrement de l'illustre théâtre. Elle se trouvait en Molière lui-même, et non chez le prédicateur de Saint-Sulpice. Et le bégaiement, si souvent relevé par ceux qui se sont intéressés à Molière, n'était pas le seul coupable. Des exercices assidus auraient pu corriger presque complètement chez un comédien passionné ce défaut d'élocution, exactement comme pour une respiration mal placée. Non, la véritable raison était l'absence totale d'étoffe tragique. Mais continuons à suivre la caravane. Dans le sud de la France, courait de village en village, de ville en ville, le bruit qu'il y avait un gamin du nom de Molière qui jouait remarquablement avec sa troupe les pièces comiques. La seule chose inexacte dans ce bruit était que Molière n'était pas un gamin. Au moment où on commença à parler de lui, il avait 30 ans passés. Et c'est un homme de 30 ans, lourd d'expériences amères, un acteur et dramaturge suffisamment trempé, investi de la confiance de sa troupe qui, vers la fin de 1652, arriva en vue de la ville de Lyon, transportant dans sa charrette, outre quelques farces, une grande comédie intitulée L'étourdi ou les contretemps. La caravane roulait allègrement vers Lyon. Les acteurs avaient repris du poil de la bête. Ils portaient maintenant des habits de belle qualité et leurs attelages étaient bourrés de matériel de théâtre et de tout leur saint-frusquin personnel. Les acteurs ne tremblaient plus à la pensée de l'inconnu qui les attendait dans cette cité. Ils connaissaient bien l'efficacité des farces de Molière et l'étourdi leur avait énormément plu. Ils ne furent pas effrayés quand l'immense ville se déroula devant eux dans le brouillard de l'hiver. Dans l'une des voitures se trouvait, couvée par la sollicitude vigilante de Madeleine, une créature nouvelle qui s'était jointe au convoi à proximité de la ville de Nîmes. Cette créature n'était âgée que de 10 ans et avait l'aspect d'une fillette plutôt laide mais extrêmement vive, intelligente et coquette. Madeleine avait ainsi expliqué aux acteurs l'apparition soudaine de la fillette. Il s'agissait de sa petite sœur qui avait été élevée par une dame amie dans une propriété près de Nîmes, et le moment était maintenant venu de la prendre avec elle. Monsieur Molière l'aimait beaucoup, lui aussi, était décidé à en faire son instruction. Elle serait actrice, elle jouerait sous le nom de Menou. Les acteurs s'étonnèrent un peu de voir leur adorable camarade Madeleine soudainement flanquée d'une petite sœur tombée du ciel, jasèrent quelque temps sur le fait que la petite sœur ait été, pour une raison indéterminée, élevée en province et non à Paris, puis s'habituèrent très vite à la fillette, et Menou entra dans la famille des comédiens. Les acteurs ne s'étaient pas trompés sur l'étourdi. La pièce fut jouée en janvier 1653 et remporta chez les Lyonnais non pas un succès, mais un triomphe. C'est là, devant la salle lyonnaise de Jeu de Paume, qu'il aurait fallu placer le chef-d'œuvre du confiant Louis Aubry. Dans l'inexpérience de sa jeunesse, M. Molière s'était un peu trop pressé en pavant le ruisseau de Nesle. Après la première, un véritable flot humain se rua vers la caisse. Un jour, on vit 2 gentilshommes se quereller violemment dans la cohue et se battre en duel. Bref, l'affluence était telle chez Molière qu'une troupe ambulante qui se trouvait alors dans la ville, la troupe d'un certain Mitala, comprit qu'elle n'était pas de taille et qu'il ne lui restait plus qu'à amener son pavillon. En maudissant furieusement ce gamin de Molière, Mitala congédia ses comédiens. Les meilleurs d'entre eux allèrent chez Molière et lui demandèrent de les prendre dans sa troupe. C'est vraiment un beau cadeau que M. Molière reçut de ce M. Mitala qu'il avait littéralement étranglé avec son étourdi. Le directeur vainqueur vit venir à lui Madame Catherine Leclerc du Rosay, Madame de Brie de son nom de femme mariée,
et l'engagea sur le champ pour tenir les emplois d'amante. Sur le champ parce qu'il était bien connu que Madame de Brie était une merveilleuse actrice. Madame de Brie recommanda son mari, Monsieur de Brie, qui jouait les rôles de bretteur, et celui-ci entra avec sa femme dans la troupe de Molière, bien qu'il ne fût pas un acteur de première force. Mais pour avoir Catherine de Brie, on pouvait bien engager le mari. Catherine fut suivie par une toute jeune personne, mais qui avait déjà fait parler d'elle dans tous les endroits où elle s'était produite. Madame de Gorlat, qui portait le double prénom de Thérèse Marquise, était la fille d'un comédien de foire, se produisait sur les tréteaux depuis son enfance et s'était imposée dans son adolescence comme une actrice tragique de premier plan et une incomparable danseuse. Thérèse produisit sur la troupe de Molière une impression considérable. Sa beauté et ses danses éblouirent les acteurs. Le succès que Thérèse rencontrait auprès des hommes était vertigineux. L'apparition de Brie et de Gorlat porta un dur coup à Madeleine. Jusqu'alors, elle n'avait eu aucune rivale dans la troupe. À Lyon, elle s'en découvrait deux d'un coup, toutes deux extrêmement dangereuses. Madeleine comprit qu'elle devrait leur laisser les premiers rôles, et c'est ce qui arriva. Après l'entrée en scène des nouvelles étoiles lyonnaises, Madeleine fut reléguée dans les emplois de soubrette, les amoureuses furent jouées par de Brie, et, dans les tragédies, les premiers rôles féminins échurent à Thérèse Marquise. L'autre blessure de Madeleine ne fut pas moins profonde. Jean-Baptiste fut le premier de ceux qui succombèrent à la beauté de Thérèse Marquise. La passion s'empara de lui, il voulut que celle-ci soit payée de retour. Et devant les yeux de Madeleine, qui avait supporté toutes les épreuves de la vie nomade, commença à se jouer le grand roman molièresque. Il se termina mal. La grande danseuse actrice repoussa Molière et fit un choix qui stupéfia tout le monde en épousant le gros du parc. Mais Molière ne revint plus jamais à Madeleine. Immédiatement après le roman avec Thérèse, se joua un autre roman avec Madame de Brie cette fois, et celui-ci fut heureux. La tendre et douce de Brie, vivant contraire de la hautaine et perfide Thérèse Marquise, demeura longtemps la secrète amie de Molière. Quand les premières passions se furent calmées, quand toutes les cartes eurent été redistribuées, quand l'amertume des premières scènes nocturnes entre Molière et Madeleine offensée fut oubliée, la troupe, enrichie de quelques éléments, recommença à jouer à Lyon et dans ses environs. L'Étourdi était un triomphe, et il convient de remarquer, parmi les autres pièces jouées, l'Andromède de Corneille, où la fillette Menou fit ses premiers pas sur la scène dans le minuscule rôle d'Éphire, rôle dont la fillette se tira fort bien en récitant ces quelques lignes de texte.